Tesla va-t-il nous sortir une nouvelle voiture 5 ans après la sortie du modèle Y? Stellantis va-t-il y arriver avec ses 14 marques et les scandales Takata, PureTech, Blue HDI et j'en passe? Renault va-t-il replonger du fait des problèmes financiers de Nissan et du départ de ces deux têtes pensantes que sont Luca De Meo en marketing et en dirigeant et Gilles Vidal en termes de design? Jaguar va-t-il devoir se faire racheter par un groupe chinois pour enfin sortir une nouvelle voiture? Et aujourd'hui, on ne va pas répondre à toutes ces questions. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et on en fera des vidéos dédiées, ça pourrait être intéressant. Non, je vous pose ces questions pour vous montrer à quel point le monde automobile des années 2020 est complètement perturbé. Moi, ça me fait quelque chose de voir tout ça, étant donné que j'ai grandi dans les années 2000. Dans les années 2000, tout était possible du point de vue automobile. Et de voir cette industrie surtout du point de vue européen et américain, autant dans une impasse aujourd'hui, je trouve ça très très marquant et je pense que ça fera date dans l'histoire de cette industrie. Pour vous remettre un peu de contexte, l'industrie automobile dans les années 2000, on va dire de 2000 jusqu'à 2019, pour s'arrêter juste avant 2020, c'était un monde où tout était absolument possible. On pouvait avoir des V10 atmosphériques qui hurlaient dans des voitures. Je pense notamment au Formule 1 qui en plus était disponible en clair sur TF1 à l'époque, mais aussi dans des voitures familiales toutes banales entre guillemets, que pouvaient être les Audi S6, même pas RS6, S6 tout court, ou BMW M5. C'est vous dire l'époque que c'était. On était dans un monde où les voitures pouvaient être toujours plus grandes, toujours plus grosses, toujours plus lourdes et officiellement consommées de moins en moins grâce à la magie des turbodiesels à injection haute pression. Souvenez-vous du TDI, du HDI, des DCI partout. Et bien sûr, tout ça en 2015 a fait pchit avec le Dieselgate. Les années 2000, c'était des tas d'innovations du point de vue de la forme et des carrosseries des voitures. On était par exemple au paroxysme de ce qu'étaient les monospaces, qui étaient très créatifs, surtout dans leur habitacle. Regardez l'habitacle d'un Renault Espace ou d'un Citroën Picasso d'il y a 10 ou 15 ans et comparez ça au SUV moyen d'aujourd'hui. Eh ben, je peux vous dire qu'on se creusait beaucoup plus la tête à l'époque qu'aujourd'hui. On avait des coupés cabriolets dans les années 2000. Pensez à la 206cc, la Renault Mégane coupé cabriolet avec son toit en verre, le Volkswagen EOS avec son toit rétractable en dur en 5 parties avec toit ouvrant intégré, une merveille d'ingénierie de l'ère de Ferdinand Piëch. Bref, on avait vraiment tout ça dans les années 2000. On avait même la première voiture du marché issue d'un groupe industriel qui dépassait les 1000 chevaux et le million d'euros, million de dollars au prix catalogue, à savoir la Bugatti Veyron. Prenez cette effervescence des années 2000 et mettez-la en contraste par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, où en gros on a que du SUV dans tous les formats en hybride ou en électrique, et ben je peux vous dire que ma passion automobile en a pris un sacré coup. Je plaide coupable dans tout ça, étant donné que j'ai moi-même un Tesla modèle Y. Et je pense que cette industrie automobile des années 2000 est victime d'une très grosse gueule de bois qui est apparue avec le Dieselgate et qui a duré et qui dure encore aujourd'hui, en tout cas pour les groupes européens. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette industrie était source de gaspillage monstrueux en termes notamment de ressources naturelles et d'énergie. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Je vais vous prendre l'exemple de 4 voitures, 2 véhicules thermiques et 2 véhicules électriques. Et on va tout simplement prendre le poids des voitures et de la quantité de carburant fossile pour les 2 véhicules thermiques, de cette quantité de carburant nécessaire pour les faire rouler pour 200 000 km. 200 000 km, on est sur une durée de vie de voiture de 10 à 20 ans pour le kilométrage classique en France et en Europe. Donc on n'est pas sur des kilométrages extrêmement élevés. On attend quand même d'une voiture aujourd'hui qu'elle fasse au minimum ces 200 000 km sans trop de problèmes. Et éventuellement qu'elle fasse bien plus. Alors les 4 voitures que j'ai pris là pour la petite comparaison en ordre de grandeur, c'est la Toyota Yaris hybride, le Renault Symbioz hybride, donc qui est un peu le cœur de gamme de Renault aujourd'hui, puisque la Mégane thermique n'existe plus. Tesla Model Y, comme celui dans lequel je suis. Le Volkswagen ID4 GTX 4 roues motrices, 300 chevaux, etc. etc. L'idée de ces ordres de grandeur que je vais vous donner, c'est de savoir combien de masse on a besoin, combien l'industrie a besoin de produire de masse de produits finis pour faire rouler ces voitures sur 200 000 km. Donc c'est la masse du véhicule qui sort d'usine plus la masse du carburant fossile qu'on met dedans
pour les deux véhicules thermiques. Dans le cadre de la Yaris hybride, on est autour de 5,7 tonnes, dont un peu plus d'une tonne pour la voiture. Donc on est vraiment sur une empreinte massique, entre guillemets, assez raisonnable, voire parmi les plus faibles du monde du thermique. Pour le Renault Symbioz, on est à 1 tonne de plus. L'essentiel du surpoids, c'est pour le carburant supplémentaire, même si c'est une voiture hybride qui consomme pas spécialement beaucoup. Pour la Tesla Model Y d'entrée de gamme, on est autour de 2 tonnes, donc juste le poids de la voiture, hein, puisqu'on met pas de carburant fossile dedans. Et pour l'ID4 GTX++, on est autour de 2,2 tonnes, puisque là non plus, on met pas de carburant fossile dedans. C'est un raccourci que je fais. Il faut prendre ses poids et ses ordres de grandeur juste pour ce qu'ils sont, mais il faut bien comprendre que l'industrie, le système industriel qui nous entoure, a besoin de produire 2 tonnes d'un côté pour faire rouler une voiture et jusqu'à 6, 7, 8, voire 10 tonnes pour faire rouler du thermique. Quelques remarques par rapport à ces chiffres. Je ne parle pas ici d'empreinte carbone parce que l'empreinte carbone est extrêmement liée aux conditions de production du véhicule, essentiellement. Parce qu'on peut avoir les 2 tonnes de la Volkswagen ID4 ou même de la Tesla qui peuvent avoir une empreinte carbone extrêmement élevée si les cellules des batteries sont faites en Chine en consommant notamment de l'électricité qui proviennent du charbon, ou que la voiture est assemblée en Allemagne et que là aussi on a un mix énergétique électrique qui vient pas mal du gaz et du charbon, et ben on aura une empreinte carbone supérieure qu'un véhicule équivalent produit en France à partir essentiellement de nucléaire. On peut prendre l'exemple de la petite Yaris hybride qui est faite en France, qui est une petite batterie lithium-ion, mais qui ne pèse pas bien lourd. Et l'ensemble de la voiture est fabriqué en France avec de l'énergie bas carbone. Donc l'essentiel de l'empreinte carbone d'une Yaris hybride, ce sera le carburant que vous allez mettre dedans. Et vous n'allez pas en mettre beaucoup, environ 5 ou 6 tonnes sur la vie de la voiture. C'est finalement relativement peu de carburant. Donc ça, c'est pour ça que je parle pas spécialement d'empreinte carbone, parce que ça peut être très variable en fonction des véhicules. Et un petit véhicule thermique pourra être tout à fait valable en fonction de son kilométrage par rapport à un gros véhicule électrique. Mais pas tout le temps. Aussi, des arguments qu'on entend souvent pour critiquer à moitié à raison et à moitié à tort, selon moi, la voiture électrique, c'est en ce qui concerne le recyclage des batteries. Alors c'est sûr que recycler une batterie, c'est pas spécialement évident, parce qu'on n'a pas la filière industrielle aujourd'hui qui le permet, mais ce sera possible. Je dis pas que ce sera facile, ce sera possible. Pourquoi? Parce qu'une batterie, c'est essentiellement des métaux et du plastique. Et heureusement, depuis des dizaines d'années, on sait recycler des métaux et des plastiques. On ne sait pas exactement recycler à grande échelle les batteries des voitures. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas énormément de batteries à recycler aujourd'hui. On en reparlera dans 10 ans, dans 15 ans, quand on aura beaucoup de batteries à recycler. Donc recycler 300, 400, 600 kilos de batteries par voiture, ça va être un vrai défi. Mais ça va être un défi qui va être possible. En tout cas, nettement plus possible et réalisable que de recycler les déchets émis par la combustion de l'essence et du carburant. Il faut vous dire que quand vous brûlez 1 tonne d'essence, vous émettez grosso modo 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et ces 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, elles vont être beaucoup plus compliquées à recycler que 500, 300 kilos de batterie dans une voiture. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Pas spécialement d'avis définitif par rapport à tout ça. Là encore, ça dépend vraiment des véhicules et des kilomètres qu'on fait avec, mais tout n'est pas à jeter dans les petites voitures thermiques et tout n'est pas à prendre dans les grosses voitures électriques. Et quand on parle de recyclage, il faut bien imaginer que sur les 2 tonnes d'une voiture électrique, on pourra quasiment tout recycler dans 10 ou 15 ans, quand elle sera en fin de vie. Et sur les 8 tonnes consommées par une voiture thermique, vous avez peut-être 2 tonnes de voiture et 6 tonnes d'essence. 6 tonnes d'essence qui deviendront 18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère qu'on ne pourra, pour dire, pas recycler. D'autres remarques complémentaires par rapport à cette petite réflexion de comptoir. On n'a pas parlé pollution atmosphérique, notamment des conditions de pollution urbaine. Pensez ZFE, pensez à tout ça. Là, j'ai vraiment parlé juste de gaspillage et de consommation de ressources énergétiques. Parce que le premier gaspillage d'un véhicule thermique, ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi que le rendement d'un moteur thermique, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc vous consommez 2 tiers de votre carburant juste pour chauffer l'atmosphère et la voiture. Et le dernier tiers va peut-être effectivement faire avancer la voiture. Donc on perd énormément d'énergie dans le moteur thermique à cause de ça. Et au-delà de cette considération, au-delà de la pollution, en tout cas des émissions de CO2 dans l'atmosphère, on a aussi la pollution atmosphérique, en particulier en zone urbaine,
qui pose un vrai problème et qui a posé un vrai problème, notamment concernant les diesels qui brûlent beaucoup moins proprement que les essences. C'est pour ça aussi que collectivement, hein, partout dans le monde, même aux États-Unis, hein, les efforts sont faits pour que les émissions polluantes de voitures soient les plus faibles possibles, que ce soit les hydrocarbures à brûler, les NOx ou les particules fines. Autre remarque, j'ai parlé pollution, j'ai parlé émissions de CO2, mais on pourrait aussi parler déficit commercial. Parce que lorsqu'on produit un véhicule thermique en Europe et qu'on le fait rouler en Europe, on est dépendant de ressources et d'énergie fossiles importées pour la plupart de pays avec lesquels on n'a pas spécialement une grande affinité. Je suis pas sûr qu'on soit tous européens ultra fans de l'Arabie Saoudite par exemple, mais quand on produit des voitures thermiques en Europe, eh ben, on va les faire rouler au pétrole, dont une partie viendra de pays comme l'Arabie Saoudite. Et autre remarque importante à mes yeux concernant le monde de l'automobile, et ce qu'il est en train de devenir. J'aimerais qu'on se pose quand même la question, est-ce que l'automobile, c'est vraiment la liberté lorsqu'on n'a pas le choix de l'utiliser? Et là, je pense aux millions d'entre nous, que ce soit en France, en Europe, c'est qu'on est devenu dépendant de l'automobile. Si on veut vivre dans une zone qui soit suffisamment abordable d'un point de vue logement, et ben pour pouvoir consommer tous les services qui sont autour de nous, ne serait-ce que pour envoyer des enfants à l'école ou pour aller travailler, et ben on va être dépendant de notre automobile pour la plupart des travailleurs en Europe, aux États-Unis, voire même dans d'autres pays émergents. Et je pense que ce point rend d'autant plus dur ce qu'on est en train de vivre en termes d'industrie automobile aujourd'hui, avec une marche forcée vers les véhicules électriques et des constructeurs essentiellement européens qui ne s'y étaient absolument pas préparés ces 10 ou 15 dernières années, qui fait que toutes les voitures, électriques ou pas, deviennent de plus en plus chères et inabordables pour les personnes qui en ont vraiment besoin pour pouvoir vivre tout simplement au quotidien. Et là, je vous dis ça, il faut qu'on s'arrête quelques minutes sur ce qui se passe en Chine. En Chine, on électrifie le plus possible toutes les industries pour être le moins dépendant possible du pétrole. Alors certes, l'électricité vient encore pas mal du charbon, mais la Chine, vous le savez, c'est aussi le pays qui investit le plus dans tout ce qui est nucléaire et énergie renouvelable. Donc leur but, c'est de faire du charbon le temps que ce sera nécessaire pour eux, pour assumer la demande en énergie. Et après, une fois que les centrales seront en fin de vie et qu'il n'y aura pas besoin de les renouveler au charbon, de compter sur les énergies nucléaires et renouvelables. Et surtout, d'électrifier au plus possible les process industriels pour qu'on ne soit pas directement à brûler du gaz ou du pétrole dans les usines. Déjà ça. Pour faire ce plan industriel et sortir on va dire, des énergies fossiles, à très long terme, hein, bien sûr, eh ben, la Chine a bien compris qu'il fallait du renouvelable et de l'électrique. Et pour faire tout ça, eh ben, il fallait des panneaux solaires et des batteries. Les panneaux solaires et les batteries, c'est pas des produits qui sont hyper compliqués en soi, puisque c'est des produits qui sont essentiellement liés à la maîtrise des matériaux et à leur raffinage et à leur assemblage. Il n'y a pas de pièces mobiles dans une batterie ou dans un panneau solaire. Donc il n'y a pas d'ingénierie mécanique plus que ça. Et ça fait qu'on peut avoir, si on a l'effet de masse au niveau de la production, ça fait qu'on peut avoir des prix par kilowattheure ou par kilowatt en fonction de si on parle de batterie ou de panneau solaire. On peut avoir des coûts de revient qui sont extrêmement faibles. Et la Chine, il y a 10-15 ans, a fait ce mouvement sur les panneaux solaires. Elle est en train de le faire aujourd'hui sur les batteries. Et on voit que ça porte ses fruits, ça a ses conséquences sur l'industrie automobile. La Chine a aussi pris des mesures drastiques pour la pollution atmosphérique de ses mégalopoles. Hein. Je pense à Shanghai, je pense à Beijing et à d'autres villes où on n'a tout simplement plus le droit, par exemple, d'avoir des 2 roues thermiques et où pour immatriculer une voiture qui ne soit pas électrique, eh ben, on a tout simplement une loterie. On n'est même pas sûr de pouvoir immatriculer sa voiture. Et ça a été des incitations très fortes pour les véhicules 100% électriques sur le marché chinois. Ça tombe bien, les Chinois sont bien meilleurs pour fabriquer des véhicules électriques que des véhicules thermiques. Donc ça a aussi favorisé leur industrie, en plus d'améliorer la santé publique dans les villes. Et autre point hyper important concernant la Chine, c'est qu'ils ont une industrie automobile florissante, voire même foisonnante, hein, surtout du point de vue des véhicules électriques, avec des centaines de marques et de startups. Tout le monde ne va pas survivre, hein, même eux en sont conscients. Il y a cette industrie qui est extrêmement innovante sur l'automobile,
Mais la Chine n'investit pas que dans l'automobile. La Chine investit aussi énormément dans les transports urbains et énormément dans les trains à grande vitesse. Ils investissent partout à la fois. Et c'est ce qui fait que l'automobile reste quand même un choix pour la plupart. Et on n'est pas du tout dans une situation comme les États-Unis par exemple, où on a eu du 100% bagnole depuis quasiment un siècle et très très peu d'investissement sur les transports publics urbains et les transports type train à grande vitesse, comme on peut le faire en Europe. La Chine fait tout. Elle fait les trains à grande vitesse, elle fait les métros et elle fait la voiture électrique. Et ce modèle chinois est très déstabilisant pour le reste du monde dit occidental, que sont l'Europe et les États-Unis. Il faut bien comprendre, je vais prendre l'exemple des industries et des groupes européens qu'on connaît bien, Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, Volkswagen avec Porsche, Audi, Seat ou Skoda, ou le groupe Renault qu'on connaît bien en France. Il faut bien comprendre que face à ce qui imposait à ces constructeurs, en gros, désormais, on leur demande de faire des véhicules électriques. Et que d'ici 2035, ils ne vendent que des véhicules électriques. Un peu comme la Chine finalement, mais avec 10-15 ans de délai et de retard par rapport aux Chinois. Les industries européennes ont construit leurs usines et leurs chaînes d'approvisionnement pour faire des véhicules thermiques. Et ça depuis plus d'un siècle. On ne change pas du jour au lendemain une telle industrie pour passer à l'électrique. C'est extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que des nouveaux arrivants comme Tesla et comme beaucoup de marques chinoises sont beaucoup plus efficaces en termes de coûts pour fabriquer ces nouvelles voitures que les constructeurs historiques européens. Parce que ils ont des outils et des supply chains, des chaînes d'approvisionnement absolument tout neufs et faits sur mesure pour les véhicules électriques. Que ce soit le groupe Renault, que ce soit le groupe Volkswagen, que ce soit Stellantis, ils font tous toujours du thermique. Faire du thermique, ça coûte extrêmement cher. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte la complexité de l'ingénierie et de l'industrialisation d'un moteur thermique et de tout ce qu'il y a autour en termes de voitures et de véhicules. Mais c'est monstrueux et c'est parce qu'on a pu capitaliser sur tout le siècle qui vient de passer que les voitures thermiques sont devenues aussi compétitives en termes de coût de revient et qu'on peut avoir des Yaris ou des Clio hybrides pour environ 20 000 euros. Vous avez des usines qui sont très adaptées pour faire beaucoup de voitures thermiques et vous avez une contrainte réglementaire et on va dire sociale. Je pense que c'est plus trop accepté que d'avoir par exemple beaucoup de pollution dans les zones urbaines. Et on a toutes ces contraintes qui font que forcément un jour ou l'autre ça va être quasiment que de la voiture électrique qui devra être vendue et les groupes industriels sont devant ce mur puisque les investissements pour passer de l'un à l'autre sont colossaux. Un pays comme la Chine qui a une économie planifiée peut se permettre d'arroser de subventions ces constructeurs qui, eux, ont tout à créer. Ils n'ont pas d'historique comme les nôtres. Nous, en Europe, la communauté économique européenne, l'Union européenne s'est fondée sur un marché où la concurrence est libre et non faussée et où les subventions à l'échelle européenne sont assez faibles. Et si jamais un État comme la France ou l'Allemagne subventionne un peu trop son industrie, on peut taper sur les doigts. Les constructeurs sont un peu laissés et livrés à eux-mêmes pour supporter les coûts astronomiques de la transition qu'ils doivent effectuer avant 2035. Et je pense que c'est le message qu'ils nous martèlent assez régulièrement. Eux nous disent, écoutez, si on veut faire des voitures électriques abordables et rentables pour tout le monde, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que d'un côté, on a des voitures électriques qui sont chères. Pour vous dire, une voiture comme la Renault 5 qui est entre 30 et 35 000 euros est considérée comme pas chère dans le monde de l'électrique sur le marché européen. Donc c'est pour vous dire dans quelle déconnexion on est par rapport au budget des gens qu'ils ont pour leur automobile, ou en tout cas qu'ils avaient ces 15 dernières années. Et le reste du marché, c'est du SUV hybride ou hybride rechargeable, tels que les 3008, tels que les Tiguan. C'est devenu le cœur de marché en Europe, parce que c'est ce qui fait suffisamment de marge pour garantir la rentabilité de ces groupes. On n'a plus de berline moyenne. Je parlais de la Mégane thermique tout à l'heure. La Mégane thermique n'existe plus aujourd'hui. On est obligé d'avoir un Renault Symbiose. Et bien entendu, face à ce mur d'investissement, vous vous doutez bien que les coupés cabriolets, les véhicules un petit peu sportifs comme les Polo, les Golf GTI, les véhicules un peu originaux comme les monospaces avec leur siège indépendant et coulissant à l'intérieur qui coûtaient quand même pas mal cher à fabriquer, et tout ça, ça n'existe plus. On fait le moins cher possible à produire. Les SUV, ça coûte guère plus cher à concevoir et à fabriquer qu'une berline comme une Golf. Et comme c'est un peu plus gros et qu'on peut marteler un côté marketing de sentiment de sécurité, ça arrive à se vendre relativement cher et ça permet de faire des marges pour rester rentable et supporter les investissements contraints qu'ont à faire ces industries d'ici les 10 prochaines années. Et pour en revenir à mon point de départ,
la passion qu'on peut avoir dans l'automobile des années 2000, vous comprenez qu'elle s'est nettement émoussée ces dernières années, en tout cas sur les groupes historiques qui, moi, m'ont fait rêver quand j'étais gamin et que je grandissais dans les années 2000. C'est bien simple, aujourd'hui, si on veut avoir une automobile passion, il faut aller en Chine. Il faut regarder la Xiaomi SU7, j'adore ce nom, hein, la Xiaomi SU7, et sa variante YU7 crossover. D'un côté, vous avez une inspiration Porsche Taycan, de l'autre, vous avez une inspiration Ferrari Purosangue, rien de moins. Des performances fulgurantes, une voiture extrêmement bien conçue, une usine au top de la technologie, le tout pour des prix 3, 4 à 5 fois moins chers que les modèles prestigieux européens desquels ils sont inspirés. Vous avez des marques start-up chinoises comme Xpeng qui font des trucs absolument dingues. Moi, il y a deux Xpeng que j'aime bien. C'est la G9 que je trouve dans ce que c'est un gros SUV de luxe très réussi hein, dans cet exercice. Beaucoup plus réussi selon moi que les dernières productions de Audi ou Porsche avec les Q4, Q6, Q8 électriques et les Macan électriques. Voilà, je trouve que la proposition de Xpeng sur le G9 est bien plus sympa, d'autant que la technologie électrique est très bien maîtrisée de leur part, hein, avec des puissances de charge absolument faramineuses sur ce type de véhicule. Ça reste un SUV, hein, c'est pas pour le plaisir de conduire. Hein. Pour le plaisir de conduire, eh ben, il faut sans doute regarder ce qu'ils vont faire là très bientôt avec la nouvelle P7, où on a un style absolument fou. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel les Chinois étaient un petit peu en retard, à savoir avoir un style qui leur est propre et qui soit marquant et apprécié en dehors de leur marché intérieur. Et je pense que la nouvelle P7 qui vient d'arriver remplit cette mission haut la main avec un style très marquant, singulier, mais quand même joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce style. Après, c'est une berline au format chinois, on a plus de 5 mètres de long, c'est pas avec ça qu'on va s'imposer en Europe. Et côté chinois, vous avez plein d'autres marques, hein. Vous avez les groupes très connus comme BYD et SAIC, ou même Geely qu'on connaît via certaines marques européennes, comme Volvo d'un côté ou comme MG de l'autre. Smart aussi, hein, qui fait partie du groupe Geely. Donc voilà, avec des produits qui sont relativement aboutis, en tout cas pour le marché chinois. La mise au point pour le marché européen est parfois un petit peu bâclée hein, au niveau des traductions et des aides à la conduite. Mais quand on regarde ces marques chinoises au global, on a tout. On a du SUV, on a des berlines, on a des monospaces, on a des vannes, on a des coupés, on a des sportives, des hypercars, on a absolument tout comme architecture de voiture. Un peu comme ce qu'on vivait, nous, en Europe, dans les années 2000, juste avant les années 2020. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis quand même un peu triste de voir que nos constructeurs historiques qu'on a tant aimés dans notre enfance ne soient pas capables de nous faire autant rêver que toutes ces nouvelles marques et startups chinoises qui arrivent à écouler leurs véhicules sur leur marché et qui, pour les modèles les plus intéressants, ne sont pas spécialement disponibles en Europe. En Europe, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, on pouvait espérer compter sur Tesla pour avoir cette même dynamique de nouvel entrant sur une industrie et nous apporter des nouveautés régulièrement et des innovations jamais vues. Venant d'un constructeur américain, c'était peut-être plus attendu qu'il soit capable d'importer en Europe, contrairement aux constructeurs chinois. Et ça a très bien marché jusqu'à 2020, hein, avec la Tesla Model 3 en 2017 et la Tesla Model Y en 2020. On avait des voitures l'une comme l'autre qui étaient extrêmement innovantes dans leur conception, dans leur sobriété énergétique. Pour vous dire, une Tesla Model Y comme la mienne, qui était accessible à partir de 38 000 euros bonus déduit à l'époque où je l'ai acheté. 38 000 euros, hein, mettez-vous bien ce prix en tête, pour quasiment 300 chevaux de puissance. Et tout l'équipement moderne d'une voiture des années 2020. Pour avoir ce niveau de prestation et d'espace sur une voiture à peu près semblable il y a ne serait-ce que 10 ans, il fallait aller chercher une BMW X5 ou X6 qui était 50-60% plus cher, peut-être même 2 fois plus cher. Donc la promesse de l'électrique telle que nous la présente Tesla, c'était de vous apporter des prestations dignes d'une voiture 2 fois plus chère d'il y a 15 ans. Ils ont réussi sur la Model 3 Performance qui est nettement moins chère qu'une BMW M3 ou qu'une Mercedes AMG comparable, même d'aujourd'hui. Autant ils ont réussi sur les modèles Y, notamment sur les versions propulsion qui sont vraiment très compétitives niveau prix et qui sont très bien équipées et très performantes par rapport à des véhicules comparables allemands
Là encore, on est 30, 40, 50% moins cher. Hein. Je dis pas qu'un Porsche Macan est strictement comparable à un modèle Y performance ou grande autonomie. Finalement, le modèle Y en apporte quasiment autant pour un prix nettement moindre. Et depuis 5 ans, depuis un modèle Y, eh ben plus rien. On attend tous de pied ferme de pouvoir avoir cette même magie, c'est-à-dire d'avoir une voiture qui, pour 20 ou 30 000 euros, nous en apporte autant qu'une voiture de 40 à 60 000 euros d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ça, je pense que MG, avec la MG4 X-Power notamment, y était presque arrivé. Parce qu'on avait une voiture qui était à 35-40 000 euros, qui avait les prestations en termes d'équipement et de performance, qui pouvaient éventuellement être comparables à une Audi RS3 d'il y a une dizaine d'années. Mais la mise au point de cette MG était pas du tout peaufinée et pas du tout suffisante pour le marché européen. Donc on est quand même resté sur notre faim. Mais imaginez une berline comparable à la MG4 ou la Volkswagen Golf en termes de gabarit et autour de 20-30 000 euros en fonction des tailles de batterie, de puissance de moteur, etc. Équivalente à des Audi S3 ou RS3 en termes de prestations d'il y a une dizaine d'années. Là, on aurait des arguments massus pour vendre de l'électrique. Et autant ça a marché pour la Model 3 et le Model Y, autant pour tout le reste du marché électrique, bah ça ne marche pas. Vous preniez une Renault 4 ou une Renault 5 aujourd'hui, c'est entre 30 et 35 000 euros au prix catalogue. Et jamais vous vous dites que pour 30 ou 35 000 euros, vous avez les prestations d'une voiture à 50 ou 60 000 euros d'il y a 10 ans. On n'a pas cette rupture sur ces nouveaux petits modèles de chez Renault, comme on a pu l'avoir sur les modèles de chez Tesla ou les modèles qui sont disponibles en Chine. Que faire? Que faire pour remettre un peu de passion dans l'automobile chez les constructeurs européens historiques? Je pense qu'au niveau des législateurs, il y a 3 choses à faire et c'est même pas des subventions supplémentaires. La première chose, selon moi, c'est un vrai droit à la prise. C'est-à-dire que aujourd'hui, la voiture électrique, c'est très bien lorsqu'on est propriétaire de son pavillon en zone pas trop dense dans la France, on va dire périphérique et provinciale. Dès qu'on est locataire de son logement, c'est plus compliqué. Dès qu'on est dans une métropole ou dans une copropriété avec un stationnement dans la copropriété, c'est plus compliqué. Et dès qu'on est en copropriété et qu'on n'a même pas de stationnement et qu'on compte sur le stationnement voirie, là, c'est même pas la peine. Donc il nous faut vraiment un vrai droit à la prise pour les personnes qui ne peuvent pas avoir la chance d'être propriétaires d'un pavillon en province et qui peuvent recharger la nuit facilement chez eux. Parce que ce droit à la prise, c'est indispensable pour la voiture électrique parce que ça permet de bénéficier des pleins les moins chers pour sa voiture. La voiture électrique, elle a un sens d'un point de vue financier que si on peut la charger chez soi avec le prix d'électricité la moins chère. Dès qu'on est obligé de passer par une borne de recharge publique, on sera sensiblement plus cher, voire même beaucoup plus cher pour certaines bornes de voirie. J'ai vu des tarifs absolument faramineux sur certaines bornes de voirie, limite plus cher que des bornes d'autoroute. Et forcément, à ces prix-là, bah, ça sert strictement à rien d'avoir un véhicule électrique. Ça n'a aucun sens financier d'avoir un véhicule électrique lorsqu'on n'a pas de prise nous permettant d'accéder à une électricité pas chère. Deuxième point selon moi, c'est siffler la fin de la récré en ce qui concerne les stations de recharge à haute tension, notamment sur autoroute, et le bordel que c'est avec les abonnements, les cartes de recharge, les passes de recharge, la carte bancaire qui est supportée une fois sur deux, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut être aussi strict qu'on l'est pour les stations de carburant fossiles, à savoir afficher systématiquement les prix sur un totem en fonction de la puissance délivrée et quasiment interdire les systèmes d'abonnement, ou en tout cas qu'on ne puisse pas avoir de tarifs préférentiels uniquement sur abonnement, ou alors une remise de 5 à 10%, pas plus quoi. Avoir un kWh à 70 centimes hors abonnement et à 30 centimes avec un abonnement, ça ne devrait pas être possible, ça apporte plus de confusion qu'autre chose, et c'est vraiment pas de confusion dont on a besoin pour clarifier cette industrie et ce marché auprès de nous clients. Troisième et dernière chose concernant la législation qui serait très intéressante selon moi d'étudier. J'ai pas spécialement d'avis tranché sur ce point, mais je sais que les patrons de Stellantis et Renault, avant que les nouveaux aient été embauchés, ont milité en ce sens. C'est de légiférer peut-être au niveau européen sur une catégorie de voitures moins contraintes en termes de normes et règlements. Une catégorie en gros qui serait entre les quadricycles lourds L7 et les voitures classiques M1 que certains articles de presse nomment N0.
Donc qui serait, on va dire, un véhicule à 4 roues accessible avec un permis de conduire classique, mais allégé en termes de normes et qui pourrait être vendu moins cher et bénéficier de fiscalité plus avantageuse par rapport aux voitures classiques qui aujourd'hui sont majoritairement des SUV électriques ou hybrides, quasiment tous de 2 tonnes. Alors je trouverais ça super intéressant d'avoir voilà, une catégorie de voitures qui soit autour des 4 mètres et avec un poids limité, une puissance limitée et pourquoi pas un prix limité, ou en tout cas que ça converge à peu près vers le même prix, toutes ces contraintes. Je serais curieux de voir si ce lobbying arrive à son terme. Je sais pas si je suis pour ou si je suis contre. D'un côté, je suis pour parce que je suis pour l'efficience, l'économie de ressources et de me dire qu'on n'a pas besoin de faire des tanks de 2 tonnes pour se déplacer au quotidien. Mais de l'autre côté, je me dis, en Chine, on arrive très bien à faire des voitures qui soient petites et pas chères, avec toutes les normes de sécurité qui s'appliquent aux voitures normales. Pour ça, je me dis, pourquoi on aurait besoin d'avoir des voitures avec des normes allégées pour arriver à ça en Europe? Ça me laisse poser cette question. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la passion automobile aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'une Alpine à 390, ça vous fait rêver? Est-ce qu'une Alpine à 290, ça vous fait rêver? Est-ce qu'un ID.5 GTX, ça vous fait rêver? Est-ce qu'un Audi SQ6 e-tron Sportback, ça vous fait rêver? Eh bien, dites-moi tout ça en commentaire. Et si aucune des voitures que j'ai citées ne vous fait rêver, dites-moi quelles sont les voitures qui, dans les années 2000, vous ont fait rêver. Je serais très intéressé de discuter de tout ça avec vous. Ça me fera très plaisir. Comme d'habitude, encore un grand merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.